Hello guys, how are you today? Alright, so bienvenue dans cette leçon. Aujourd'hui, euh, à la fin de cette leçon, d'accord, vous saurez non seulement faire des phrases correctes en anglais, mais vous saurez également poser des questions en anglais sans complication. Je vous garantis qu'après cette leçon, vous ne serez plus la même personne. Même si vous ferez encore et encore des fautes, vous comprendrez davantage de choses en anglais et pourrez formuler vous-même toutes vos phrases en anglais. Alright, let's go. Très bien. Alors, comme nous pouvons le voir à l'écran, nous pouvons retenir simplement ici que nous avons trois types de phrases majoritairement. Les phrases affirmatives, négatives et interrogatives. Et retenons juste ici, d'accord, que chaque type de phrase se construit avec un ordre précis. Mais dans cette partie, d'accord, du cours, nous nous concentrerons majoritairement sur les phrases de type affirmatif et sur, bien évidemment, comment poser des questions. D'accord? Très bien. Regardons un peu l'image que nous avons à l'écran. Est-ce que vous avez une idée de ce que cette phrase veut dire? He plays the guitar in his room every night. Ok, alors si vous avez compris que cette phrase veut dire il joue à la guitare toutes les nuits dans sa chambre, bravo. Pour faire une phrase en anglais, suivez juste la structure sur votre écran, c'est-à-dire sujet, verbe, objet, le lieu, le moment et tout. En d'autres termes, alignez juste qui a fait quoi, à qui, où, quand, comment et puis éventuellement pourquoi, ou la raison pour laquelle la chose s'est passée. D'accord? Cependant, ne vous en faites pas, toutes ces parties ne seront pas forcément présentes dans toutes vos phrases. Non, pas toujours. D'accord? Alors, le qui que nous avons là, représente le sujet qui fait l'action. Et le à qui représente celui qui subit l'action ou celui vers qui l'action est dirigée. On va voir ça, on va voir des détails tout à l'heure, des exemples tout à l'heure. Le fait quoi représente le verbe. Le fait quoi, je le répète, représente le verbe d'action. Et il faut le mettre au temps convenable pour ne pas être mal compris de son interlocuteur. En parenthèse, pour être à l'aise en anglais, il y a 100 verbes nécessaires à connaître. Si vous avez le niveau de la classe de terminale, d'accord, même si vous ne me croyez pas, je peux vous assurer que vous connaissez déjà la moitié de ces 100 verbes. Dans ce cours toujours, pas ici, mais dans les autres leçons, je vais vous montrer les 50 verbes les plus basiques, les plus utilisés en anglais. Ça fera l'objet d'une autre leçon. D'accord? Alors, le temps, comme je disais tantôt que le verbe, il faudra qu'on le mette au temps convenable pour ne pas être mal compris. Quelqu'un qui veut dire j'ai mangé du riz hier, s'il vous dit je mangerai du riz demain ou je mangerai du riz hier, vous convenez avec moi qu'il y a un problème qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc, les temps sont très importants. Le temps d'un verbe nous permet d'exprimer le contexte temporel dans lequel se déroule, s'est déroulé ou se déroulera une action. Mais attention, le mot expliquant le comment de l'action, regardez encore notre structure, on a dit qui fait quoi à qui, où, quand, comment et puis pourquoi. Le comment, le mot qui explique le comment
En d'autres mots, c'est l'adverbe. Et l'adverbe est employé différemment en anglais. Quand je dis employé différemment, je veux faire allusion, d'accord, à son emplacement dans les phrases en anglais. Il n'est pas positionné dans les phrases en anglais de la même manière que nous le faisons en français. Alors, nous allons voir rapidement une autre partie très importante de ce dont nous parlons actuellement, faire des phrases. En français, d'accord, nous faisons des phrases avec soit uniquement un sujet, c'est-à-dire un sujet qui fait l'action, je veux dire, tel a fait telle chose, point barre. Mon père est venu hier. Ma mère a mangé du riz. Un seul sujet qui fait une action bien déterminée, d'accord? Et ou soit, nous faisons des phrases avec un sujet qui fait une action et un autre sujet qui subit l'action. Tel a fait tel à telle personne. Et c'est pareil en anglais. D'accord? La seule différence est que le pronom personnel objet vient généralement après le verbe. Regardons un peu ce qui est au tableau. Nous connaissons tous, si vous avez le niveau de la terminale, nous connaissons tous les sujets. Je, tu, il, tout ça, I, you, he, she, it, we, you, et puis they. Là, ils sont employés, ces sujets-là, c'est-à-dire ceux qui sont sur votre écran à gauche, sont employés pour indiquer la personne qui fait l'action. Par contre, ce que j'ai mis dans la catégorie, la colonne de droite, vous sert à désigner celui ou le sujet qui subit l'action, c'est-à-dire l'objet. D'accord? Regardons un peu les exemples en bas, sur la même page. Je dis, il m'a vu hier. Le verbe voir, c'est to see. Il m'a vu hier. Hier, ça fait le passé. Donc, le passé du verbe to see, c'est saw. Donc, il m'a vu hier. J'ai dit plus haut que l'emplacement du pronom personnel objet est différent de comment on le positionne en français. En français, vous voyez, j'ai mis il m'a vu hier. Donc, le pronom personnel objet en français est venu juste après le pronom personnel sujet. Par contre, en anglais, ce sera he saw me yesterday. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que après le pronom personnel sujet he, il y a eu le verbe directement avant qu'on ne positionne le pronom personnel objet, qui est le me. D'accord? Donc, voilà. Exemple suivant. Nous lui dirons la vérité. We will tell him the truth. We will tell him the truth. Vous comprenez, le principe est toujours le même. Toujours, le pronom personnel objet est après le verbe et on complète ce qui va venir dans la phrase. Dernier exemple, je leur montre le chemin. Si on regarde les choses dans la colonne de gauche, de droite, leur montre, ça fait them. Donc, ça fait I pour dire je. Montrer, c'est to show. I show, je leur montre. Donc, l'autre leur va venir après le verbe. I show them the way. D'accord? Donc, voilà de manière très très basique comment faire des phrases. Je récapitule rapidement. Pour faire une phrase en anglais, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez faire ressortir. Est-ce que c'est une seule personne qui fait l'action du verbe ou il y a une personne qui fait l'action et une autre personne qui subit l'action? Dans tous les cas, vous avez déjà ce qu'il vous faut pour pouvoir exprimer ça à chaque fois en anglais. À présent, nous allons sans plus tarder voir comment poser des questions en anglais. Très important. Vous savez, poser une question, c'est l'une des bases de la communication. Comment est-ce que nous pouvons prétendre tenir une conversation ou obtenir un renseignement, d'accord, sans être en mesure de poser une question? Ce n'est pratiquement pas possible. La question en anglais, comme en français,
d'accord? Et elle suit un schéma qui la rend immédiatement reconnaissable. Grâce à quoi? Au point d'interrogation, bien évidemment, n'est-ce pas? Mais pas seulement ça. Former une question en anglais est une histoire de structure de phrase. En anglais, il existe trois types de questions et de nombreux mots interrogatifs. Je vais vraiment simplifier les termes pour ne pas vous embrouiller comme à l'école. Je dis juste les mots interrogatifs. Vous verrez ce dont je parle tout à l'heure. Euh, donc ces mots-là que vous devez mémoriser pour poser exactement, pour obtenir la réponse exacte à la question que vous posez. En français, on utilise très souvent la forme affirmative avec une intonation montante pour poser des questions. Il ne vient pas, d'accord? Ce type de structure est moins fréquent en anglais. Vous devez utiliser un auxiliaire pour poser ou pour formuler une question en anglais. D'accord? Are you ready? Let's go. Nous avons en anglais trois types de questions. Nous avons les yes or no question et les yes or no question. Les questions en WH et en how et les questions en forme interrogative. Commençons par le début. Les questions, les yes or no questions, ce sont des questions auxquelles on répond généralement par oui ou par non. C'est pourquoi on les appelle des yes or no questions. On répond par oui ou par non, ou par peut-être, ou par je ne sais pas, sans détail. Comment est-ce qu'on structure ce type de questions? Auxiliaire, d'accord, plus le sujet, plus le verbe et ses éventuels compléments. Pour dire par exemple, as-tu aimé ce film? Ça fera l'auxiliaire, puisque nous sommes au passé, l'auxiliaire, ça fera did. Did, sujet. You, aimer, ça fait like. Did you like? Maintenant, le complément. This film or this movie? D'accord? C'est très simple. Est-ce que tu m'aimes? Do you love me? Do, auxiliaire do, plus you, le sujet, verbe même, love, et puis me, do you love me? D'accord? Deuxième type de question, les questions WH et en WH et en how. Deuxième type de question, les questions en WH et en how. Les réponses à ce type de questions, d'accord, sont infinies, plus précises et plus détaillées que les questions, que les yes or no questions. Comment est-ce qu'on structure ce type de questions? Vous avez le mot interrogatif, c'est-à-dire les what, les where, les how, les when et tout ça. Le mot interrogatif, plus l'auxiliaire, plus le sujet, le verbe et puis tout ce qui va suivre. Je veux demander à quelqu'un par exemple, où est-ce qu'elle habite? Où est-ce que votre fille habite? Ça fera le où, le mot interrogatif où en anglais ça fait where. Where. Donc pour dire où habite-t-elle, ça fait where auxiliaire. Do. Where, ok, where does she? Parce que j'ai mis does parce que le sujet c'est she. Donc ça fait where does she live? D'accord? Notez cependant que si la question porte sur le sujet de la phrase, il n'y a pas d'auxiliaire. Par exemple, qui t'a donné mon numéro? Ça fera simplement who gave you my number? On n'aura pas d'auxiliaire dans la phrase. D'accord? Troisième type de question, les questions interrogatives. Elles sont très fréquentes en anglais, mais ne semblent pas très naturelles en français. On dit souvent, tu n'aimes pas mon nouveau petit ami, plutôt que n'aimes-tu pas mon nouveau petit ami? Vous voyez un peu la nuance? Donc, en anglais, on utilise plutôt la forme interrogative qui fera donc don't you
don't you, d'accord? Donc, vous mettez juste un don't au début, ou l'auxiliaire plus la forme négative, plus la particule négative qui est le not, plus, le verbe, le sujet, le verbe et tout ce qui va venir avec. D'accord? Très simple. Très simple. Il va falloir juste que vous fassiez des exercices pour pouvoir mieux comprendre. Nous allons voir à présent les pronoms interrogatifs ou les mots interrogatifs dont je parlais depuis. Nous avons where. Commencer une question par where, c'est demander le lieu. Ensuite, on a when. When, c'est pour demander un moment, pour dire quand. What, pour dire quoi, pour dire qu'est-ce que. Why, pour dire pourquoi. Why, pourquoi. Vous pouvez voir sur l'écran des exemples avec la traduction. D'accord? Nous avons également who, pour avoir l'information sur l'identité d'une personne. Who are you? Qui es-tu? Donc le who, c'est pour dire qui. Whose. Ça ressemble un peu au who, mais c'est généralement pour exprimer les questions d'appartenance. Vous pouvez voir dans les exemples sur l'écran. Which. Which, c'est pour demander une question pour obtenir une information lorsque on a une multitude de choix. D'accord? Quelle est la réponse correcte? D'accord? Dans ce cas-là, c'est parce qu'il y a plusieurs réponses et on ne pourra pas dire dans ce cas what is the right answer. Puisqu'on a une panoplie de choix, on dira plutôt which. On a également how qui est le comment. How are you? Comment vas-tu? D'accord? Vous pouvez voir les exemples et les traductions sur l'écran. Nous allons sans plus tarder aller voir les différentes déclinaisons du how les plus utilisées. Donc, on a... vous devez savoir aussi à ce niveau, d'accord, que en ajoutant certains mots à la suite de how, lorsqu'on formule une question, on obtient d'autres mots interrogatifs. How much? Combien? How much does this dress cost? Combien coûte cette robe? How many children do you want? Combien d'enfants voulez-vous? How often? À quelle fréquence? How long? Combien de temps? D'accord? How old? How old are you? Quel âge as-tu? Et enfin, how far? À quelle distance? Vous pouvez faire une capture d'écran pour pouvoir poser vos questions personnellement. Alors, voilà donc. Après cette leçon, je suis convaincu que vous savez désormais faire des phrases aussi bien simples que complexes en anglais, mais vous savez également poser des questions correctement en anglais. Alors, petit exercice de la journée, pensez à poser toutes les questions ou la majorité de vos questions aujourd'hui, pensez à les poser en anglais à vos interlocuteurs par écrit ou oralement. Ça vous aidera à pratiquer davantage. All right? Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la leçon prochaine. Goodbye!